veut juste pas faire toute roche, on pense à toi aussi. Faut que ça change, yeah, hey. Faut que ça change, yeah, hey. Premier bloc de conférence, je vous présente vos intervenants. Vous allez avoir la chance d'écouter Hugo qui va nous parler de la lutte des soignantes en France. Alors, merci Hugo d'être là parce qu'il est très tard pour toi. Hugo qui est cofondateur du collectif Interurgence, collectif qui a fait un travail de mobilisation extraordinaire depuis 2 ans dans tout le pays. Fait Hugo, c'est un gars qui est passionné de médecine d'urgence, c'est quelqu'un qui est sensible aux thématiques de précarité et d'accessibilité aux soins, et c'est aussi quelqu'un qui a une maîtrise en économie et gestion des établissements de santé. Sans plus tarder, je reprends mon souffle et voici Hugo du collectif Interurgence et la lutte soignante en France. Salut tout le monde, merci Evelyne, je vais essayer d'avoir autant la wesh que toi, mais ça va être compliqué à cette heure-ci. Merci de recevoir votre webinaire, on trouve ça super intéressant. Alors pas tant ce que nous on va présenter, puisqu'on le connaît déjà, mais ce que vous allez pouvoir apporter après. Pour la construction, je ne savais pas trop comment l'aborder. Est-ce qu'il fallait critiquer par rapport au modèle canadien? Et au final, je pense que le plus simple, c'est de jouer l'ignorant, parce que c'est en partie vrai. Il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas sur votre système de santé. Donc, je vais plutôt raconter, nous, ce qui nous est arrivé, et puis à nous de faire les ponts après, plus tard, dans les ateliers ou ensuite en coordination. Alors, c'est une présentation assez simple, je suis allé assez vite, et il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions après, on est tous disposés à y répondre. Du coup, je reprends le contexte, l'organisation et les actions du collectif Interurgence. Sur le contexte, je ne sais pas si c'est équivalent chez vous, je sais que c'est équivalent dans beaucoup de pays européens. Donc, il y a des directives européennes pour la réduction de la dépense publique, et donc la France, pour réduire la dépense publique, tape beaucoup sur l'hôpital. Ça se fait dans beaucoup de pays d'Europe. Et comment ils le font? Ils le font sur 3 versants. Ils réduisent l'investissement, donc le bâti, ils réduisent les effectifs et ils diminuent les salaires. Donc, on a eu un bond de productivité. On a eu des salariés qui, en 10 ans, travaillaient plus pour gagner moins dans des locaux insalubres. Alors, tout ça, ça s'est fait sous réserve de motifs que vous connaissez bien, je pense. C'est le passage en ambulatoire, l'empowerment du patient, empowerment étant exprimé dans le langage politique comme la responsabilisation du patient, c'est-à-dire c'est pas quelque chose du tout de positif comme de l'éducation thérapeutique, c'est plus vous êtes responsable de votre santé, démerdez-vous s'il n'y a pas l'offre de soins nécessaire. Alors, cette réduction de la dépense publique qu'on retrouve dans beaucoup de pays européens, je ne sais pas pour l'Amérique du Nord, en fait, elle s'est faite aussi avec des thématiques assez chères en France, comme l'hospitalocentrisme, un hôpital qui a toujours été divisé entre la question techniciste ou la question sociale, l'hospitalité, et du coup, qui est une concentration progressive sur le cœur de métier en gagnant en productivité. On s'est concentré sur le soin, c'est-à-dire le cure et pas le care du tout. Et ça, c'était sans prendre en compte les disparités territoriales qui étaient majeures et les carences de la médecine de ville. Donc, on se retrouve avec une offre de soins qui est souvent insatisfaisante sur le territoire et des services hospitaliers qui sont saturés, notamment les services d'urgence. Et ça crée quoi? Ça crée des phénomènes de surmortalité, des ruptures de soins. On peut avoir des patients qui décèdent en salle d'attente, comme c'est arrivé dans le service où j'exerçais. On peut avoir aussi simplement des vieux qui s'abîment la peau en restant des heures sur les brancards. Bon, ça, je pense que vous le connaissez aussi. Ce qu'on a mis en avant avec le collectif, ce qu'on dénonce, c'est le fait que, pour l'instant, c'est les populations les plus vulnérables. L'hypothèse qu'on fait, c'est que c'est celles qui ont le moins de voice, c'est-à-dire le moins la capacité de porter plainte, qui en subissent de plein fouet les conséquences. Donc, tous ceux qui ont des inégalités sociales de santé majeures ou les populations type psychiatrie, gériatrie, ou grande précarité. Alors, psychiatrie, parce qu'ils seront souvent contentionnés, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'il n'y a pas assez de monde pour les surveiller ou désescalader. Gériatrie, parce qu'ils attendront trop longtemps pour être placés quelque part et ils vont s'abîmer. Et puis, les plus pauvres, parce on ne va plus tenter de les soigner, parce qu'on sait qu'ils vont occuper des places à l'hôpital pendant trop longtemps, parce qu'ils ont et donc, on a ces difficultés-là pour les patients. On a quelques mouvements disparates qui apparaissent au fur et à mesure, notamment aux urgences, parfois à l'hôpital, souvent à propos de lois qui en réaction à des lois de santé, mais finalement, pas grand-chose qui se passe de ce côté-là. Alors, pas grand-chose qui se passe. Dernier diapositive sur le contexte. Pourquoi? Parce qu'on est dans un milieu où les syndicats, pendant 20 ans, ne se sont pas battus pour gagner des choses, mais plutôt battus pour essayer de défendre des acquis et ont quasiment tout perdu.
en fait. Donc, il y a assez peu de gens qui sont syndiqués. Souvent, le syndicalisme se réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire la défense de personnes un peu des bras cassés, quoi. Donc, ils n'ont pas une très bonne image. La construction vocationnelle, et ça m'a fait plaisir en discutant avec Evelyne, parce que je pense que c'est la même chose chez vous, mais on ne le dira jamais assez, le vocabulaire religieux, c'est le déni des conditions de travail, parce que si Micheline, elle est faite pour ça et elle est courageuse de faire ce métier-là, ben, on ne remet pas en cause le fait qu'elle travaille 12 heures, 13 heures, 14 heures ou 15 heures par jour, qu'elle fait une alternance jour-nuit, on ne remet pas en cause son poste de travail, on ne remet pas en cause l'ergonomie. Il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas dites et que les professionnels ne pensent pas non plus. Et donc ça nous emmène à avoir une frange militante assez réduite. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez des soignants qui vont tirer sur la corde, tirer sur la corde, tirer sur la corde, jusqu'à n'en plus pouvoir. Et au moment où ils n'en peuvent plus, en fait, finalement, c'est déjà trop tard. Et ça, c'est presque naturel pour beaucoup de soignants, c'est-à-dire qu'ils se donnent, et puis jusqu'au dernier moment où là, ils finissent par quitter l'hôpital complètement lessivés. Donc, on a une espérance de vie professionnelle qui est en diminution, un engagement professionnel qui est aussi en diminution, une perte de sens. Tout ça, vous devez aussi l'objectiver de votre côté. Et là, je vais en avant dans la présentation, mais quand je dis l'analyse du Ségur, c'est aussi intéressant sur le contexte. Pourquoi? Parce que, en fait, en France, suite au Covid, il y a eu des accords, il y a eu des discussions majeures avec le gouvernement. Les syndicats ont signé un accord sur la revalorisation des carrières avant que d'autres mesures soient proposées sur la gouvernance, sur le mode de fonctionnement, etc. Et donc, c'était malin de la part du gouvernement. Pourquoi? Parce que quand ils font signer aux syndicats l'accord sur les salaires, avant toute chose, en fait, ça donne l'impression à l'opinion publique que l'hôpital a gagné quelque chose. Alors, c'est vrai, hein, on a gagné 200 € d'augmentation de salaire. Avec les 100 € de prime urgence qu'on avait eu avant, on a eu les 300 € d'augmentation qu'on demandait. Mais pour autant, les conditions de travail, elles ne s'améliorent pas. Et donc, on voit bien, en fait, avec cette signature-là, que si les syndicats défendent, en France, et certains syndicats signataires ensemble, s'ils défendent les conditions de travail, ils ne défendent pas l'objet du travail. Ici, c'est l'accès aux soins. Parce qu'en fait, la lutte qu'on a menée, c'était profondément une lutte pour l'amélioration de l'offre de soins et de l'accueil inconditionnel. Donc, puisqu'ils signent un accord sur les salaires, ils prennent le risque de démobilisation, parce que l'argent, c'est toujours démobilisateur, et donc ils prennent le risque de fin de mouvement social. Et donc, ils vont pouvoir dire, oui, mais Charles Damien, on ne s'occupe pas de politique. Ils vont pouvoir dire, on prend ce qu'on peut et on avance. Ils vont pouvoir dire, si on améliore les salaires, c'est une amélioration des conditions de travail. C'est vrai, mais en partie, c'est pour beaucoup un cache-sexe. Et donc, si l'idée là-dedans, c'est de se dire, si les syndicats ne défendent pas l'accès aux soins, c'est-à-dire un projet politique qui soit différent du projet politique de santé qui est mené à l'heure actuelle, mais qui est mené depuis plusieurs décennies sur le territoire, si eux ne le font pas, si les partis politiques d'opposition, soit déjà ont contribué à la situation actuelle de l'hôpital, mais soit sont trop éclatés pour faire contre-feu, parce qu'en France, à l'heure actuelle, la gauche, la droite sont très éclatés, il n'y a pas grand monde pour s'opposer à ce qui se passe actuellement. Ça ne marche pas non plus. Donc, syndicats politiques, ça ne marche pas. La dernière frange qu'on pourrait avoir de contre-feu, ce seraient les usagers eux-mêmes. Sauf qu'on n'est pas dans le cadre de Amazon, on ne fait pas des boycotts de produits. Là, les usagers, ce sont des gens qui sont malades ou vieux, donc de fait disqualifiés par la société de base. C'est-à-dire que vous voyez les comités de défense des hôpitaux, c'est des retraités, ils sont sympas, mais ça ne fait pas rêver, quoi. Et donc, comme ça, si vous voulez, tout ce qui pourrait servir de contre-feu naturel à un projet de santé, à une politique de santé, ne fonctionne pas à l'heure actuelle dans le cadre de l'hôpital et du système de santé. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la place qui devrait être prise par d'autres est vacante et que c'est une place qui est prise pour de l'action collective spontanée. Et donc ça, c'est la création de collectifs comme le nôtre. Le problème de ça, c'est que c'est fait par des salariés bénévolement, donc en dehors du temps de travail, c'est très fatigant, et puis de manière complètement profane, c'est-à-dire que les gens n'ont pas les compétences. Donc ça donne des résultats très erratiques. Ça peut très bien marcher, ça peut aussi être catastrophique. Donc il y a une grosse part d'aléatoire. Et ça, cette réflexion-là, elle est importante à avoir, c'est de savoir dans votre environnement qui est-ce qui peut servir ou pas à lutter contre ce qui se passe à l'heure actuelle en termes de politique de santé. Alors, des généralités sur le collectif Interurgence. Donc, c'est vraiment
un mouvement qui part de la violence aux urgences et c'est important de le comprendre parce que si le mouvement a pu marcher aussi vite et aussi fort, c'est parce que le milieu des urgences, c'est un milieu qui est profondément violent et qu'en miroir, notre mouvement a été aussi très violent dans la manière dont ça s'est exercé. Alors, les revendications qu'on a portées dès le début, elles sont simples. C'est il nous faut plus de lits pour pouvoir mettre les gens dedans. Pour pouvoir avoir ces lits, il nous faut plus d'effectifs pour travailler autour de ces lits. Et pour avoir plus d'effectifs, il nous faut un meilleur salaire pour pouvoir recruter. Et ça, c'est le fait d'avoir des revendications comme ça nous évitait de partir sur des débats technicistes, d'économie, de la santé et autres. En fait, comme ça, on pouvait rester centré sur le travail. C'est facile de dire ce que ça nous fait, nous, aux urgences, de ne pas avoir assez de place pour mettre les gens, de faire attendre les vieux 10 heures. C'est facile de dire ce que ça fait que de devoir remplacer les agents parce qu'il y a trop d'arrêts maladie, par exemple, et de revenir sur ses repos encore et encore, ou c'est facile de dire ce que ça fait quand on vit en région parisienne et qu'on a 2 heures de train par jour parce qu'on n'est pas assez payé pour le faire. Voilà, ça c'est comment est-ce qu'on a positionné nos revendications à la base. Après, donc c'est un groupe PNM, donc chez nous c'est personnel non médicaux, au Canada ça se dit pas comme ça apparemment, mais en gros, c'est infirmiers et soignants. On a refusé que des médecins viennent avec nous. Pourquoi? Parce que, et là je pense que c'est pareil chez vous, on a une culture politique et médiatique qui était très favorable aux médecins avant le collectif Interurgence. On entendait très rarement des paramédicaux parler du travail et de l'organisation du travail. Eux-mêmes se censuraient beaucoup, hein. C'est-à-dire que quand ils sont en réunion devant des costards cravates ou des bacs plus 10, ils se disent mais moi je ne suis pas légitime pour parler de ça. Alors que nous on pense au contraire que des infirmiers et des aides-soignants sont spécialisés sur l'outil du travail et probablement que sur ces questions-là sont beaucoup plus performants que des médecins parce qu'ils savent combien de pas il y a entre une chambre de soins et une paillasse, etc., etc., etc. Et on se retrouvait souvent avec des médecins qui, quand ils joignaient la grève, c'est arrivé plusieurs fois dans les services, obtenaient ce qu'ils voulaient et du coup motivaient, disaient aux paramédicaux, bon ben, on arrête là, c'est bon, on a eu ce qu'on voulait. Donc, on voulait que ce soit juste une base. C'est infirmiers et soignants, il y a vraiment une base et une culture du travail qui est beaucoup moins individualiste peut-être que dans le corps médical et on pensait que ça marcherait mieux comme ça. Le dernier point, je mets sur la co-construction intersyndicale. Au début, on avait une opposition syndicale franche, puisqu'on n'était pas très légitime et qu'on empiétait sur leur plate-bande. Au final, maintenant, ça marche plutôt bien. On se rend compte qu'eux ont des outils et de l'argent qui peut servir et que nous, on a des modes d'action qui sont plus souples, plus agiles, plus innovants, plus forts. Parfois, on peut faire des choses illégales qu'eux ne peuvent pas faire et ainsi de suite. Et je mets, parce que sociologiquement, c'est intéressant, l'intersyndicale aujourd'hui, elle est plus intercollective parce qu'en fait, il y a plus de collectifs ou d'associations au sein de cette intersyndicale qu'il n'y a de syndicats. Donc ça pose aussi, ça met en question le militantisme à l'heure actuelle dans le secteur de la santé, en France en tout cas. Je ne sais pas comment c'est au Canada, mais on pourra en discuter. Alors là, je parle vite fait de l'organisation du collectif Interurgence parce que c'est important aussi. La demande, c'était sur l'action, mais mettre en place une organisation fonctionnelle, c'est déjà un mode d'action efficace. Et donc là, dès le début, ça c'est de la méthodologie de projet, on avait l'idée d'un collectif qui se créait avec un groupe de coordination, donc extension, un groupe logistique, un groupe communication, un groupe contenu, représentativité, finance, tout ça, ça a évolué très rapidement, mais en gros, on en a gardé 4. Donc, la com qui gérait les actions et la relation aux médias, le développement qui se chargeait d'appeler d'autres services pour diffuser le mouvement, le groupe contenu qui travaillait sur les articles de loi, sur la politique, tout ça, et la finance qui n'a pas été utilisée du tout. Avec en bas à droite, vous pouvez voir, donc ça c'est les boucles WhatsApp entre les boucles locales, régionales, nationales. On a monté tout un système comme ça de communication qui a marché. Ça c'est la synthèse de la structuration, donc c'est juste pour vous donner une idée, hein, parce qu'on a dû se mettre en association pour avoir des statuts qui nous permettaient de biatcher déjà, de dénoncer, ce que vous appelez dénoncer, je crois. Donc nous, c'est d'avoir juste une communication en lieu et place des agents qui sont soumis au devoir de réserve. On en reparlera, mais c'est aussi une limite du modèle français, avec des représentants nationaux, donc 2 par région, et puis des groupes différents. Donc on a des gens qui représentent des régions, on a des gens qui représentent des fonctions au bureau de l'association, on a des gens qui représentent des missions en fonction de leurs compétences et de leurs appétences,
Et on a une structure comme ça mixte où on a l'association, mais qui est vraiment à bas bruit, qui ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à protéger légalement les gens du collectif. Et on ne demandait pas aux gens d'adhérer du tout, on prenait toutes les bonnes volontés. On a eu des gens très investis dans le collectif Interurgence qui n'ont jamais été adhérents de l'association. Alors, une illustration, c'est juste pour vous signifier, c'est sur le groupe coordination. Là, vous avez à droite la carte de France avec le nombre de services en grève. On a été jusqu'à 300 services d'urgence en grève sur le territoire au plus fort, sur un pays qui compte à peu près 450 services d'urgence, donc les deux tiers des urgences du territoire. Et pour ça, en fait, c'était très simple. On appelait les gens dans les services au fur et à mesure, on regardait dans les pages blanches, là, et on tapait le numéro de téléphone, et on essayait de tomber sur quelqu'un, de savoir comment ça se passait le travail, savoir s'il voulait rejoindre le mouvement, etc. Donc, c'était très fastidieux, mais ça s'est plutôt bien fait parce que l'équipe de coordination était efficace, et ça donne ce petit tableau Excel que vous voyez sur la gauche, là, qui était sur le Drive, où on rappelait à intervalles, etc., les personnes pour savoir où est-ce qu'ils en étaient, est-ce qu'ils avaient avancé dans leur réflexion et s'ils voulaient rejoindre le mouvement. Une deuxième illustration de la structuration, c'est sur le groupe communication. Et là, vous avez plusieurs photos. Vous avez un trophée qu'on a eu par une radio, mais qui est un peu une radio facho, donc on ne s'en vante pas trop. Enfin, c'est des gens qui aiment bien voir des sujets, là, particulièrement à l'heure actuelle, pas terrible. Mais vous voyez bien des photos d'actions collectives. Donc ça, c'est aussi ce qu'on peut faire entre France et le Canada, d'actions collectives avec des thématiques souvent assez morbides. Là, on a la tête dans les sacs plastiques. Des fois, là, on a des cercueils en haut à droite. Vous avez, tout ça, c'était pour montrer que le sujet de l'hôpital asphyxie, le personnel n'en peut plus, tout le monde est à bout de souffle. Et puis d'autres actions un peu plus originales, là, le damier avec les têtes des représentants. Donc, il y a eu toujours une communication avec l'importance d'avoir l'opinion publique derrière nous pour signifier que l'hôpital public allait mal. Donc, ce n'était jamais des choses qui étaient très, très joyeuses. Communication toujours. On s'est aussi appuyé parfois sur du détournement de campagne du gouvernement. Donc là, c'était la voiture que vous voyez écrasée. On a fait aussi des communications plus positives, par exemple, politiser la campagne du don de sang en disant l'État nous saigne autant de consentants. Il y a le port de t-shirt noir que vous voyez en bas à gauche plutôt que la blouse blanche dans les services, brûler des diplômes, faire des photos postées sur les réseaux avec des infirmières ou leurs enfants. Là, vous voyez des lumières avec les SOS et puis toutes les affiches, les mêmes choses comme ça. Tout ça, ça participe à l'image de marque du collectif et comment est-ce qu'on la diffuse dans l'opinion publique. Alors ensuite, sur les actions à proprement parler, donc on va distinguer les actions militantes dites traditionnelles, hein, l'organisation d'assemblée générale. On en a eu 4 fondatrices. La grève, donc l'outil de la grève dans les services, même si en France, ça ne marche pas tant que ça, avec les questions d'assignation, de réquisition. Beaucoup de gens n'y comprennent pas grand-chose, mais globalement, les grèves sont dites blanches. Le fait de faire signer des motions, donc d'organiser des assemblées générales au niveau local, puis régional, puis national, et de faire valider les mêmes motions fondatrices, qui sont très larges, lits, effectifs et salaires. Et l'organisation de manifestations, alors si elles sont traditionnelles, je pense que l'identité d'un collectif issu du travail fait qu'on met en place des thématiques qui sont intéressantes. Là, vous avez les cercueils, vous avez les robots, vous avez Noël, vous avez la Saint-Valentin, ça dépend du moment de l'année. Mais on essaye à chaque fois de faire quelque chose et pas juste un défilé d'un point A à un point B. Les partenariats, j'en parle parce que je voyais marqué convergence des luttes dans votre présentation. On a travaillé beaucoup avec les pompiers, on a travaillé, il y a eu la création du collectif Interhôpitaux, donc qui rassemble tout l'hôpital, qui sont principalement par contre des médecins, et c'est important parce qu'on travaille en collaboration, on les a aidés à se structurer. Maintenant, on est sur des volets différents. Eux ont mis en place des actions comme la démission administrative des médecins, l'arrêt des cotations, parce qu'on travaille à l'activité, on cote tous les gestes qu'on fait, donc eux arrêter de coter. Ça, c'était intéressant aussi. Mais si vous voulez, au moment de la convergence des luttes dans notre calendrier, quand on est arrivé en novembre 2019, on était très fort, il y a eu le mouvement des retraites qui s'est greffé à ça, donc il y a eu des mesures politiques pour, en gros, léser les retraites dans le futur. Et là, vous voyez bien qu'il y avait une base paramédicale qui était plutôt pour se coaguler avec le mouvement des retraites en disant justice sociale, etc., parce que c'est ça qui nous liait.
et un corps médical qui était en opposition, alors pas forcément idéologique, mais en tout cas qui se disait que ce n'était pas l'essence du mouvement hospitalier et que si on se dissolvait dans un mouvement social plus important, on perdrait les revendications hospitalières. Bon, ça nous a un peu divisé. Le mouvement des retraites, on est passé en dessous du radar du coup, à cette occasion-là, puisque c'était interprofessionnel. Ensuite, deuxième mode d'action hors action militante traditionnelle, vous avez les actions directes, inspirées ou non de mouvements antérieurs. Et là, donc, c'est les die-in qui sont assez connus. Le fait de se mettre à poil, on l'a fait en manifestation, on l'a fait dans des vidéos, dans des clips vidéo. Les arrêts collectifs qui ont été très efficaces parce que les arrêts collectifs en France étant signés par des médecins, on ne peut pas remettre en question la validité, ça ferait trop gros, quoi. Donc ça passe comme ça et vous mettez des équipes entières à l'arrêt. Ça marche beaucoup mieux que débrayer 5 minutes devant les services et autres. Et ça, c'est des vrais moyens de pression, mais bon, il faut des équipes solides pour le faire. Action insuline, on s'était injecté un produit présenté comme de l'insuline devant le gouvernement. Donc ça, c'est du chantage au suicide. On n'a pas maîtrisé la communication, donc ça l'a moins bien fait. On a mis le ministère, les ballons du 14 juillet. Ça, c'était aussi une grosse action directe, puisque c'était au moment du Champ de Mars, tout était surcontrôlé. Il a fallu travailler avec les filles qui font ça. Elles vous diront comment ils ont fait, mais c'était un gros coup à faire. Donc voilà, tout ça à être inspiré, mais finalement, innover dans les actions, ça se fait plutôt bien, trouver des idées. C'est plutôt la communication que vous mettez en place à côté de l'action qui est importante. On le voit sur l'action insuline, sur les ballons, sur les arrêts collectifs. Il faut bien préparer en amont ce qu'on va dire après, et dans quel moment on le fait et pourquoi on le fait. Et nous, on cherchait plus le spectaculaire, on cherchait à être entendu et vu, sans toujours bien travailler les conséquences des actions. Voilà. Ensuite, troisième partie, donc ça c'est sur les actions qu'on fait plus maintenant et des axes qui sont aussi généralistes sur les luttes en général maintenant. Donc vous avez les actions sur l'institution politique, ça c'est de tout le temps chez nous le projet, le fait, le budget de santé est voté année après année en octobre-novembre pour l'année prochaine. Et donc, tous les ans, là, ça fait 2 ans qu'on le fait, on va voir les députés, les sénateurs, on leur explique l'état de l'hôpital, on leur demande de ne pas voter contre les budgets qui sont proposés. Et on fait du lobbying comme ça, du projet de loi de santé. On fait du lobbying pour les prochaines présidentielles qui seront dans 2 ans sur des projets santé aussi. Et puis, on essaye de se tenir à disposition comme ça de l'ensemble des politiques, le plus souvent de l'opposition, mais pas que, pour continuer le travail de pédagogie autour de la santé. Les actions judiciaires, c'est un deuxième volet qui est aussi très important. Là, ça renseigne principalement la plainte contre X qu'on a fait pour le Covid, c'est les photos que je vous ai mis. Parce que pendant le Covid, les infirmières étaient non équipées, ça a été la cata, il s'est passé plein de catastrophes. Notamment, on a mis des gens en réanimation, parce que ça, c'est un grand truc des technocrates où on pense qu'une infirmière est compétente partout, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, ils ont mis des gens en réanimation sans l'expertise, il y a eu des patients décédés, mais tout le monde ferme sa gueule. Mais nous, on porte plainte sur la gestion, grosso modo, du gouvernement et des politiques antérieures, en disant vous avez mis l'hôpital par terre, maintenant qu'il y a une pandémie, ça a mis tout le monde dans la merde, vous avez envoyé travailler des gens de manière non équipée. Si ça avait été Ebola, tout le monde serait mort. Et vous devez être responsable de ça pour pouvoir analyser les chaînes de dysfonctionnement et les réparer. Ça, c'est un premier volet judiciaire. On est par ailleurs aussi en procès sur des agents qui sont emmerdés pour s'être exprimés. Et ça rejoint le dernier item, qui sont les actions en faveur de la liberté d'expression. Quand vous parlez aussi, je sais que chez vous aussi, vous avez l'omerta. Chez nous, c'est très fort. Des soignants qui ne causent pas parce qu'ils ont peur d'avoir des blâmes ou d'être virés, ce qui arrive. Mais nous, on se positionne pour se battre contre ça. On essaye aussi d'encourager la parole à travers l'expression du collectif. Alors, parfois, c'est une solution très simple. Ça peut être, vous vivez une situation dans un service, et ben, vous allez le dire à quelqu'un du collectif qui va lui, le dénoncer. Mais lui ne travaille pas dans ce service, il ne peut pas être emmerdé pour ça, etc. Voilà. Et puis, les modules d'émergence d'une culture militante, c'est un et on se dit peut-être aussi dans l'outil, plutôt que d'aller voir les cours
les cours sur la construction infirmière un peu très catho et voilà, avoir plutôt une culture militante sur ce que c'est que la politique de santé, sur ce que c'est que les conséquences sur le travail, où au niveau de la réflexion, on est au même niveau que vous, sur le silence, sur le militantisme, sur l'action militante et sur l'inscription aussi de la santé dans un contexte plus large. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup fait de partenariats avec des associations de justice sociale et écologique, avec, voilà, chez nous, ça peut être ATTAC, ça peut être COP21, Action non violente, enfin voilà, tous ces gens, il y a des branches de l'écologie avec qui on est aussi sensible. On pense que le mouvement de santé, il s'inscrit dans quelque chose de plus large, qui est l'accès aux soins, la réduction des inégalités sociales, parce que les inégalités sociales contribuent aussi à la mauvaise santé. Voilà, donc je crois qu'on est à peu près bon. La difficulté qui se pose aussi aujourd'hui, c'est que en fait, on s'est construit de manière très revendicative, mais par opposition au gouvernement. C'est-à-dire que quand on est face à un gouvernement quelle que soit la taille de votre mouvement, quels que soient les arguments que vous mettiez en face, vous dites non, c'est mort, non, c'est mort, non, c'est mort, plus ça va, plus vous êtes en réaction à ça. Et donc, on a un peu de mal, je pense, à se reconstruire, et notamment à objectiver par de la data, à produire, dans la construction en fait, de quelque chose, hein, c'est-à-dire que soit produire des faits qui viennent appuyer nos arguments, soit se dire, bon, fuck le gouvernement, nous, on va construire au niveau local nos expérimentations et on va prouver que ça marche, on va prouver qu'il est possible de faire autrement du soin. Et ça, je crois que c'est le sujet de votre deuxième webinaire qui me paraît hyper intéressant sur les coopératives autogérées d'infirmières. Voilà, et puis pour le reste, le CEU continue. Il y a un nouveau bureau qui a été élu, parce qu'on pense qu'en organisation horizontale, il faut changer les postes tout le temps, parce que si vous voulez, une fois que vous commencez à tâter la négociation, à connaître les politiques, tout ça, vous devenez vous-même institué et vous perdez en finesse de travail, en finesse d'analyse. Voilà. Et comme on se bat contre le corporatisme, les étiquettes, les choses comme ça, il nous semble important de pouvoir changer les rôles tout le temps. C'est compliqué parce nous, en santé, on a aussi beaucoup d'enjeux. On n'a pas besoin d'un gouvernement de les faire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'enjeux d'ego entre les médecins et les non-médecins, mais aussi entre les infirmières. Hein. Les infirmières, il y a toute une construction universitaire qui est caduque entre les différentes spécialités et tout le monde se tire dans les pattes, entre les syndicats, les collectifs, les collèges, les associations, machin. Chacun tient la couverture à soi. Et donc, finalement, c'est très compliqué de faire quelque chose qui rassemble tout le monde contre une politique de santé. Et ça joue le jeu, d'ailleurs, de la dislocation du système. Mais on y est arrivé à peu près, parce qu'on a eu 300 €. On a été entendu globalement par l'opinion publique. Après, il nous reste la question des lits et des effectifs, qui sont vraiment une question centrale dans la politique de santé. C'est lutter contre ces questions d'ambulatoire, d'empowerment, et de mettre de côté tous ceux qui ne sont pas en capacité de prendre soin d'eux. Je vous remercie pour votre attention. On pense à toi aussi. Faut que ça change. Yeah.